Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Louis Alliot, député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, membre de la commission de défense et des forces armées, au programme Les Gilets jaunes. Sa position avant samedi est le si commenté pacte de Marrakech. Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Plus de 23 millions de téléspectateurs pour l'allocution du président de la République hier soir. Que les mesures aient été jugées suffisantes ou pas, qu'il ait repris la main ou pas, difficile de dire aujourd'hui que la parole du chef de l'État est démonétisée et qu'elle ne compte pas. Ah non, c'est le chef de l'État. Il est la clé de voûte de nos institutions. Donc même si la personne du président, elle est raillée, démonétisée, l'institution présidentielle, elle reste. Et c'est de là que les impulsions et que le pouvoir est donné. Donc les Français ont été très attentifs et même inquiets, puisque 23 millions, vous avez dit, c'est énorme. Et tout le monde attendait de savoir ce que pensait Emmanuel Macron, surtout qui ne s'était pas beaucoup exprimé auparavant, simplement une fois en Argentine, où son discours était en total décalage avec la situation que nous vivions ici. Et maintenant, est-ce qu'il est légitime, après hier soir, de continuer à manifester malgré les violences? Est-ce qu'il est légitime, après hier soir, de continuer de bloquer alors que des petits commerçants et artisans dont on ne parle pas suffisamment subissent le mouvement depuis plusieurs jours? Il y a deux problèmes différents dans ce que vous dites. Il y a le droit de manifester, ils font ce qu'ils veulent. Ils se sont constitués un mouvement autonome. Donc c'est eux qui décideront samedi s'ils manifestent ou pas. La Constitution garantit le droit de manifester, mais l'État doit garantir la sécurité aussi. Peut-être qu'on parlera des casseurs, mais l'État a un devoir de mettre hors d'état de nuire ceux qui viennent que pour casser. Et puis il y a l'autre aspect, sur le blocage. C'est vrai que moi, dans ma circonscription, à Perpignan, je suis allé au contact des commerçants qui ont perdu un chiffre énorme, qui s'apprêtent peut-être même à licencier, qui n'arrivent pas à payer les charges. Là, ça demande un esprit de responsabilité des gens qui sont sur les ronds-points, parce que, j'allais dire, la misère des uns est en train d'entraîner la misère des autres. On l'entend pas souvent, ce discours, c'est quasiment la première fois. Il faut insister sur ces petits commerçants, ces artisans, ce tissu à la fois de PME, TPE en France qui souffrent aussi. Ils sont dans la même situation de précarité que les autres. Une vendeuse d'un magasin, même d'un centre de commercial, elle est au SMIC, ou moins que le SMIC, et elle vit, elle a des enfants, etc. Donc ils sont dans la même précarité sociale, et ils subissent le même coût de la vie. Donc effectivement, ça pose un problème grave dans certaines zones. Et là, c'est vrai que peut-être à l'avenir, il y a d'autres moyens de manifester sa colère en allant, je sais pas moi, devant les impôts, je ne sais où, mais peut-être en évitant de bloquer en tout cas alors, si les on vous commerçants, écoute, les artisans. Louis Alliot, Jean-Luc Mélenchon qui appelle clairement à l'acte 5 samedi dans la rue, beaucoup dénoncent son irresponsabilité. Vous aussi? Mais c'est pas ça, Mélenchon, c'est un ancien trotskiste, socialiste, révolutionnaire. Son but, c'est de semer la perturbation. Voilà, c'est dans son ADN politique. Voilà, il fait ce qu'il sait faire. Il essaye, en plus, de récupérer un mouvement de colère à son profit. Il n'y arrivera pas. Parce qu'il est le seul. Mais c'est pas ça. Mais oui, mais c'est dans son ADN. Moi, encore une fois, je suis allé voir dans mon département sur les barrages. J'ai bien vu de quoi étaient constitués ces barrages-là. De toutes les opinions politiques, de toutes les classes sociales. Certains vous disent, à vous aussi, Louis Alliot, partez, on ne veut pas vous voir, même si vous n'avez pas été aux responsabilités, vous êtes un politique comme tous les autres. Ils ne me disent pas partez, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent restez et discutez avec nous, mais il y en a certains, évidemment, qui disent vous êtes comme les autres. Et vous savez, on n'échappe pas au flot populaire d'indignation devant un système politique qui a failli. Et même si c'est vrai que nous n'avons pas participé aux décisions du gouvernement, eh bien nous sommes installés dans le paysage politique, et quelquefois, même à tort, certains peuvent nous reprocher d'être là où nous sommes, alors que nous avons toujours contesté le système en place. Une partie des Gilets jaunes ne sera jamais satisfaite par aucune annonce, quelle que soit cette annonce, car une partie, et je dis bien une partie des Gilets jaunes, Louis Alliot, ne veut tout simplement plus d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette partie-là est toujours dans une démarche populaire et démocratique ? Écoutez, c'est le problème d'un chef de l'État. Vous êtes populaire, tout va bien. Vous êtes impopulaire, il faut l'assumer. Et si vous avez une majorité du peuple qui ne veut plus de vous, c'est compliqué pour faire admettre les réformes d'après. Vous savez, la Ve République, elle a été bâtie par le général de Gaulle sur l'élection du président de la République, mais on l'oublie. Sur le référendum, pour justement relégitimer le chef de l'État quand il n'était pas populaire, et c'est ce qui a donné d'ailleurs la démission de Gaulle en 69, quand il a perdu son référendum. Si Emmanuel Macron doute de sa popularité et du soutien de l'ensemble des Français, il va devoir, d'une manière ou d'une autre, revenir devant les électeurs, soit par la dissolution pour bénéficier d'une nouvelle majorité, soit par un référendum sur une question, et là on verra le résultat. Soit par les élections avec les européennes qui arrivent, et justement, certains, oui, c'est pas pareil, je vous le concède, certains gilets jaunes sont plus
politique que simple citoyen et envisage justement une liste européenne. Vous qui soutenez ce mouvement quand même depuis le début, vous les encouragez à avoir leur propre liste contre les vôtres? Mais c'est la démocratie, je veux dire, je ne vais pas les empêcher de faire. Je remarque moi simplement deux choses. Un, nous avons toujours été contre ce système-là et on ne déroge pas à la règle. Mais deux, je remarque qu'un certain nombre de gens aujourd'hui, des gilets jaunes qui veulent se présenter aux élections, sont soit d'anciens socialistes, soit des personnalités qui appartenaient à des mouvements politiques avant. Donc attention. Mais maintenant, encore une fois, ce n'est pas moi qui vais leur dire, ou surtout n'y allez pas, voilà. C'est la démocratie, voilà. Et le suffrage est universel. Comment vous savez qu'ils sont anciens socialistes? Vous sondez les, les cœurs. J'ai vu à la télévision qu'il y a le mouvement Gilets jaunes, le mouvement, qui est un ancien des MJS, je ne sais pas où, en Normandie, je crois. Il doit y avoir tout le spectre politique qui est sûrement représenté dans ces Gilets jaunes. Oui, mais pas quand vous avez un mouvement qui s'est déjà constitué en association et qui dit je vais me présenter aux élections. Je trouve ça assez particulier. Le problème et l'angoisse, lui, à lieu des Gilets jaunes, c'est entre autres la peur du déclassement économique et social. Il est fait, le déclassement. Est-ce que vous ajoutez à ces revendications des aspects identitaires aussi? Bruno Retailleau, ce matin, ici même sur Europe 1, parlait d'une dépossession culturelle. Oui, ils ont l'impression que tout leur échappe, y compris leur identité d'ailleurs. On n'a pas trop parlé, mais Emmanuel Macron, dans son discours hier, vous avez vu ce qu'il a dit? Il en a parlé. Il veut un grand débat, identité et immigration. C'est donc ça, il y a vous soutenez plutôt cette initiative? Oui, on va voir comment il se matérialise, mais c'est vrai que les Français ont l'impression d'être dépossédés de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils sont et de la réalité de ce qu'ils ont toujours été. Pourtant, d'après une première enquête sociologique publiée ce soir dans le quotidien Le Monde, les revendications identitaires ou nationalistes sont marginales, vraiment à la marge. Parce que la dimension est venue sur le pouvoir d'achat, sur les impôts, sur une révolte concernant un système, j'allais dire, d'oppression fiscale, l'impression de travailler toujours plus pour en avoir de moins en moins, de payer toujours plus d'impôts pour avoir de moins en moins de services. C'est venu sur ça. La dimension, j'allais dire, identitaire ou autre, elle s'agrège à tout cela, mais elle fait partie intégrante de ce combat. Certains gilets jaunes ont en tous les cas évoqué le pacte mondial de Marrakech sur les migrations. Alors ce texte a été adopté hier avec pour objectif, je cite, une migration sûre et ordonnée, et le texte est très général, non contraignant. Pourquoi vous le dénoncez avec autant de virulence? Pourquoi dire qu'il est non contraignant alors que déjà, je crois, c'est écrit noir sur blanc. 60 pays n'ont pas voulu le signer. S'il était si non contraignant que ça, vous croyez qu'il y aurait des pays qui auraient renoncé à le signer? C'est donc qu'il deviendra contraignant. La deuxième chose, c'est... donc il ne l'est pas au moment où les signatures sont apposées, ça vous le reconnaissez? Devant les tribunaux. Voilà, il y a un collègue cet après-midi qui a pris la parole à l'Assemblée. Il a dit, mais demain, devant les tribunaux internationaux, on mettra ce fameux pacte de Marrakech comme un argument, précisément, pour empêcher que les États ne se défendent en matière de politique d'immigration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que M. Macron nous a pris pour des imbéciles, parce que pendant qu'il parle d'immigration et d'identité, il avait envoyé son ministre le matin même signer le pacte de Marrakech sans qu'il y ait eu un débat au Parlement. Et alors, comble... Vous aurez dû l'initier par des questions, lors des questions au gouvernement. En a parlé, mais comble de la sottise, c'est que M. Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, cet après-midi, a dit que le débat aurait lieu. C'est-à-dire qu'en France, on décide, on signe et on débat après. Conception assez curieuse de la démocratie. Certains vous accusent, lui à lui, avec ce texte, d'avoir trouvé un os à ronger, d'agiter les peurs et la boîte à fantasmes qui est encore ouverte. Ça, c'est le discours, c'est le discours de l'élite qui ne sait plus quoi dire. Ah, l'élite, la fameuse élite, dont vous faites partie aussi. L'élite politique. Non, pas du tout. L'élite, c'est celle qui a gouverné le pays avec les résultats que l'on sait. Nous n'avons jamais gouverné le pays. Nous ne pouvons être tenus comptables du marasme et de la décadence que nous vivons. Malgré ce que disent les Gilets jaunes, vous m'avez dit, dans votre propre région, ils vous assimilent à cette élite politique. Quelquefois. Très bien, c'est noté. Mais on note que le débat sur l'immigration et l'identité, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui va être ouvert, est un pas positif pour vous. Est-ce que vous y participerez pour conclure? C'est un débat. Enfin, je veux dire, ce gouvernement a eu l'habitude, avec son président, d'avancer sans débattre en disant « j'ai été élu, on fait ce qu'on veut ». Et bien maintenant, ils sont un peu plus modestes, ils disent « peut-être qu'on va écouter un peu plus à l'avenir ». Mais on verra s'ils le font. Merci, lui, d'avoir été l'invité d'Europe 1.